Bonjour à tous et merci d'être là pour ce webinaire qui sert d'introduction à la gestion de trésorerie. Merci d'être là. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, juste quelques règles du jeu pour que vous puissiez profiter au maximum de ce webinaire. J'ai mis l'ensemble de vos micros sur muet et l'idée, ce sera que lorsque vous ne participez pas, vos micros restent sur muet. Et pour participer, je vous inviterai à les activer et à ce moment-là, vous pourrez utiliser un petit bouton en forme de micro, peut-être le premier sur la liste des icônes que vous avez dans votre barre, qui vous permet de gérer les différentes fonctionnalités de Zoom. Idéalement, vous pourriez aussi mettre vos portables sur silencieux pour être sûr de profiter un maximum du webinaire et de pouvoir vous concentrer. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'on soit dans une dynamique d'échange, que chacun puisse prendre la parole, qu'on s'écoute les uns les autres et qu'on se respecte et que ce soit aussi une ambiance détendue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des contributions à un moment aussi, vous pouvez les faire dans le chat ou éventuellement quand la parole vous est donnée, sachant que vous avez la possibilité de lever la main pour demander la parole. On est vraiment dans une logique d'échange. Je ne me positionne pas comme un professeur, quelqu'un qui a toute la connaissance et qui doit vous la transmettre, mais plutôt comme une facilitatrice, quelqu'un qui est là pour faire émerger les idées. J'en ai quelques-unes à partager avec vous, mais je suis sûre que vous en avez aussi beaucoup à partager. Et la richesse de ce webinaire viendra justement de la contribution de tout un chacun. Donc, encore une fois, votre participation active est vivement souhaitée. Je vais me présenter rapidement pour que vous puissiez me connaître aussi. Après ceux d'entre vous qui se sont présentés aujourd'hui. Je suis Adolia Kpabi. Je suis togolaise et française, basée au Sénégal depuis bientôt 7 ans maintenant. Je suis diplômée de HEC Paris où j'ai obtenu un master en économie financière et depuis, j'évolue dans le secteur du conseil. Aujourd'hui, je me positionne en tant que consultante, formatrice et coach sur des problématiques liées au management, à la finance et au développement personnel. Je suis formatrice certifiée IFC LPI et aussi certifiée Knowledge Business Broker, un programme dispensé par Tony Robbins et Dean Graziosi. En parallèle, j'ai aussi eu l'opportunité de traduire un ouvrage qui s'appelle Le Top Manager et qui a pour vocation d'aider les personnes qui sont à des fonctions managériales ou les personnes qui aspirent à être à des fonctions managériales à avoir une meilleure compréhension de leur rôle et avoir des outils extrêmement pratiques et pragmatiques pour leur permettre d'être plus performants dans ce rôle. En parallèle, je représente aussi une entreprise qui s'appelle Prime Dash et qui propose un logiciel financier d'aide à la prise de décision pour les dirigeants d'entreprise. Voilà globalement pour ma présentation. Alors, je vais commencer par vous poser quelques petites questions auxquelles vous pourrez répondre dans le chat, notamment. Est-ce qu'il est déjà arrivé à votre entreprise de se retrouver à court d'argent? N'hésitez pas à m'en faire part. Est-ce qu'il est déjà arrivé à votre entreprise d'être à court d'argent? OK, on a un oui pour Colis Smart à plusieurs reprises. Oui, de Van Cleef. Gildas dit non parce qu'il est à la banque. Effectivement, la banque est l'une des structures qui, au contraire, a généralement beaucoup plus d'argent. Oui, donc on a beaucoup de oui qui nous viennent. D'accord, Richard, Michel aussi. Super. Alors, essentiellement, la plupart des réponses nous disent oui. C'est bon à savoir. Maintenant, si je vous pose une autre question, cette question, ça va être de savoir, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, au-delà du fait d'être à court d'argent, d'avoir l'impression de gagner de l'argent, d'avoir une activité rentable, mais de ne pas savoir où passe cet argent? Vous avez l'impression que votre activité se passe bien, vous n'avez pas particulièrement à vous plaindre comparativement à vos concurrents, etc. Mais au final, vous ne savez pas où passe votre argent. Est-ce que ça arrive?
OK, oui, de la part de Van Cleef. OK, d'accord. Donc, effectivement, on a non pour Salamata et pour Bangura. D'accord, OK. Donc, pour l'instant, sur les quelques réponses qu'on a eues, il y a juste eu un oui et la plupart des autres disent non. Donc, dans ceux qui disent non, on a aussi ceux qui ont dit qu'il leur était arrivé d'être à court d'argent. Donc, je vais me poser la question du coup de savoir si effectivement c'est qu'au départ, il y a un problème de rentabilité qui fait que bah, l'activité n'est pas encore au beau fixe et donc il y a quand même des problèmes de trésorerie, même si il y a des problèmes de trésorerie et on n'a pas par ailleurs l'impression de gagner de l'argent. D'accord? Mais comme l'a dit Van Cleef, ça peut arriver qu'une entreprise gagne de l'argent mais ne sache pas forcément où passe cet argent. Donc, à cause de ces deux facteurs-là, la notion de gestion de trésorerie prend encore plus son sens parce que c'est un facteur clé pour la plupart des entreprises et que rares sont les entreprises qui peuvent dire qu'elles n'ont jamais eu de problème d'argent, qu'elles n'ont jamais eu de problème de trésorerie ou de liquidité. De manière globale, on sait que la raison d'être d'une entreprise, c'est de créer de la richesse, d'être rentable, ce qui suppose que son chiffre qui nous permet des impôts et toutes les autres dans la croissance de notre entreprise et dans la rémunération de nos actionnaires. C'est pour cela qu'on crée des entreprises, c'est pour cela que nos entreprises existent. Mais malgré tout, on constate que nombreuses sont les entreprises qui, bien qu'elles soient rentables, font quand même faillite. Pourquoi? Par manque de liquidité. Parce qu'elles n'ont pas suffisamment d'argent pour faire face aux besoins de fonctionnement de leur activité. Et revenu, ça ne veut pas dire qu'elle a en face des encaissements. Parce qu'on peut gagner de l'argent, mais ne pas recevoir l'argent qu'on a gagné directement. Bon, on a pas mal de décaissements à faire avant de générer de quelconques revenus pour notre entreprise. Effectivement, il va falloir dépenser, peut-être acquérir un local, avoir des employés, quoi que ce soit, à des clients. Donc, tous ces éléments vont faire que, à la fin, l'entreprise va potentiellement manquer de liquidité et elle ne va pas pouvoir faire face à ses besoins de fonctionnement. Donc, globalement, c'est bien beau de se dire qu'on gagne de l'argent, mais ça ne sert pas à grand-chose si cet argent n'est pas disponible. Dans la théorie, on peut se dire effectivement qu'on a eu beaucoup de nouveaux marchés, on a eu de nouveaux clients, on a signé des contrats, des gros contrats, on est content. Mais à la fin, si on se demande comment on va faire pour payer les salaires du mois, comment on va faire pour payer notre loyer, etc., ça ne sert à rien. Donc, notre objectif avec la formation sur la gestion de trésorerie, c'est de savoir comment pouvoir faire en sorte que l'entreprise ait de la liquidité disponible. Comment gérer votre trésorerie de manière efficace et efficiente. Et avec ce webinaire, on va prendre les premières étapes qui vont vous permettre de comprendre globalement de quoi on parle et comment votre trésorerie fonctionne pour pouvoir espérer la gérer de manière efficace et efficiente. Donc, pour cela, on va d'abord voir qu'est-ce que c'est que la trésorerie, comment on définit la trésorerie. Ensuite, on va voir pourquoi c'est utile d'avoir une trésorerie positive. Après tout cela, on va s'intéresser de manière un peu plus précise à la structure de la trésorerie, comment elle se constitue. Et finalement, tout ça, ça va nous permettre de faire le diagnostic de la trésorerie de votre entreprise. OK? Tout ça parce que pour pouvoir atteindre vos objectifs, pour pouvoir gérer votre trésorerie correctement, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Donc, si vous avez des objectifs, il faut que vous ayez une idée claire de ce que sont ces objectifs, mais également des déterminants de ces objectifs, des facteurs qui vont vous permettre de les atteindre plus facilement ou au contraire des éléments qui vont vous bloquer avant de pouvoir vous mettre en action, avant de pouvoir
bouger pour atteindre les objectifs en question. Donc, je vais commencer par vous demander qui peut me donner une définition de la trésorerie. N'hésitez pas à donner vos contributions dans le chat et vous pouvez également lever la main pour que je vous donne la parole. Qui me donne une définition de la trésorerie? Ne soyez pas timide, on est là pour ça. Alors, donc Richard a levé la main. Un instant. Donc, Richard, vous pouvez désactiver votre micro. Oui, merci beaucoup, madame. La trésorerie, c'est l'ensemble des liquidités d'une entreprise disponible en banque et à la caisse. D'accord, très bonne définition. Ensemble des disponibilités de l'entreprise disponibles à la banque et dans les caisses. D'accord. Super. Donc, on a aussi Bangoura qui dit l'argent gardé à la caisse à utiliser en cas de besoin pour financer des ressources et des projets. OK, merci beaucoup pour cette contribution également. OK, super. Alors, effectivement, ce que vous avez dit, ça fait beaucoup de sens, hein? Et de manière très terre à terre, la définition la plus simple de la trésorerie de l'entreprise, ça va être celle qui a été donnée à l'instant par Richard. Donc, la trésorerie de l'entreprise, c'est l'argent qui est disponible dans l'entreprise et que l'entreprise peut mobiliser à tout moment pour répondre à ses besoins. Et cet argent va se trouver dans les caisses physiques de l'entreprise ou sur les comptes bancaires de l'entreprise. Est-ce que vous savez comment cela va se traduire d'un point de vue comptable? Donc là, on a parlé de la définition empirique de la trésorerie. Si je suis une personne lambda et que je veux savoir combien j'ai à ma disposition en termes de trésorerie, je vais aller regarder sur mon compte bancaire et dans la caisse de mon entreprise. Donc, au-delà de ça, il y a des définitions comptables de la trésorerie. Il y a des formules comptables qu'on peut utiliser aussi pour calculer la trésorerie de l'entreprise. Et généralement, ça vient à partir d'éléments des différents postes du bilan de l'entreprise. Est-ce que vous en avez une idée? N'hésitez pas à lever la main encore une fois ou à contribuer à travers le chat. J'espère pouvoir compter sur certains d'entre vous. Pas de contribution pour la définition comptable? Audrey, vous en avez peut-être une idée? Gildas? Alors, donc pour calculer la trésorerie nette, concrètement, il faut faire la différence entre le fonds de roulement de l'entreprise et son besoin en fonds de roulement. Je pense que certains d'entre vous doivent connaître les notions de fonds de roulement et de besoin de fonds de roulement, mais ce n'est pas forcément le cas pour tous. Est-ce que vous m'entendez, vous, concrètement, que je sois sûre avant de poursuivre et on ne se préoccupe pas de ce que la personne raconte dans le chat? OK. Donc, je disais que le fonds de roulement, c'était les ressources à long terme, moins les emplois à long terme. Donc, ça va être la différence entre les capitaux propres et la dette à long terme de l'entreprise et les immobilisations de l'entreprise. Ça va représenter l'argent que l'entreprise a à sa disposition à long terme et qu'elle va pouvoir utiliser pour faire face à ses différents besoins.
De l'autre côté, on va avoir le besoin de fonds de roulement, qui va être la différence entre l'actif circulant hors trésorerie de l'entreprise et le passif circulant. Donc, dans l'actif circulant hors trésorerie, on va retrouver tout ce qui est créances et stocks. Et dans le passif circulant, on va retrouver les dettes à court terme, donc notamment tout ce qui est dette fournisseur, dette sociale et dette fiscale. Donc, dit comme ça, c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais repartir sur le bilan de l'entreprise pour vous expliquer tout ça. Sachant que le BFR, le besoin de fonds de roulement, permet d'évaluer les besoins de l'entreprise, l'argent dont l'entreprise a besoin pour faire face à ses besoins à court terme. Et de manière très concrète, si vous regardez bien, les stocks et les créances, c'est des choses pour lesquelles l'entreprise va devoir dépenser de l'argent parce que les créances, concrètement, j'ai vendu, je n'ai pas récupéré l'argent. Donc, ça veut dire que j'ai un gap par rapport à cet argent que je n'ai pas récupéré. Les stocks, j'ai acheté des choses, pour l'instant, elles ne sont pas utilisées. Donc, ça immobilise aussi de l'argent de ma part. Donc, il faut que je puisse faire face à tout ça. Et de l'autre côté, les dettes à court terme, dettes fournisseurs, dettes sociales, dettes fiscales, c'est de l'argent que j'aurais dû payer, mais que je n'ai pas encore payé. Donc, il est disponible. Et la différence entre ce que je n'ai pas récupéré ou ce que j'ai dépensé et que je n'utilise pas et ce que je n'ai pas encore payé, ça me dit de combien j'ai besoin aujourd'hui pour pouvoir fonctionner. Donc, pour illustrer ça d'un point de vue comptable, normalement, vous savez que dans le bilan de l'entreprise, on a l'actif et le passif qui sont égaux. Dans l'actif, on a tout ce qui est immobilisation d'un côté et ensuite on a l'actif circulant dans lequel on a la trésorerie de manière générale. Et côté passif, on a les capitaux propres et on a la dette de l'entreprise. L'actif, concrètement, c'est le patrimoine de l'entreprise, c'est tout ce que l'entreprise possède à un instant T. Dans cet actif, les immobilisations, c'est tout ce que l'entreprise possède et qui va être dans l'entreprise à long terme. On va y retrouver tous les investissements, qu'ils soient corporels. Corporel, c'est tout ce qu'on peut toucher, tout ce qui est palpable. Ça peut être des meubles, ça peut être un terrain, ça peut être un immeuble, etc. Ça peut être du matériel informatique. Incorporel, ça peut être du logiciel, ça peut être des marques et ainsi de suite. Et financière, on va y retrouver des placements financiers. Donc tout ça, c'est ce que l'entreprise possède à long terme. Et de l'autre côté, on a l'actif circulant, donc tout ce qui est dans l'entreprise et qui n'a pas vocation à y rester à long terme. Donc on y retrouve les stocks parce que les stocks sont destinés à être utilisés dans l'entreprise au cours de son exercice. On y retrouve les créances parce que les créances, c'est l'argent que j'ai dehors mais que je suis censé récupérer. Et on y retrouve la trésorerie parce que la trésorerie en tant que telle, c'est l'argent qui est là et qui est destiné à être utilisé par l'entreprise à tout moment. Donc, elle n'est pas stable. Et de l'autre côté, on a le passif qui nous dit comment cet actif est financé. Donc, ce financement va venir soit des capitaux propres. Donc, les capitaux propres, c'est la partie qui est financée directement par l'entreprise elle-même, parce que dans les capitaux propres, on va retrouver le capital social qui est l'argent qui a été mis dans l'entreprise par ses actionnaires. Et on va retrouver d'autre part tout ce qui est accumulation de résultats au fur et à mesure, donc la création de richesses par l'entreprise elle-même qui va venir augmenter ses capitaux propres. Et de l'autre côté, on a la dette qui nous dit quelle part de l'actif est financée par des acteurs externes. Donc, notamment la banque ou également pour les dettes à long terme. Donc, les dettes à long terme, ça va être les dettes à long terme, ça va être les dettes qui vont être au-delà de l'exercice de l'entreprise, donc au-delà d'un an. Donc, généralement, ça va être des emprunts bancaires, mais il peut y avoir d'autres types d'emprunts. Et les dettes à court terme, ça va être des dettes qui vont être sur une échéance inférieure à un an. On va pouvoir y retrouver peut-être des découvertes si l'entreprise a droit à des découvertes, par exemple. Mais surtout, on va y retrouver tout ce qui est dette fournisseur parce que nos fournisseurs peuvent nous accorder des facilités de paiement, mais c'est des facilités de paiement qui sont à court terme, qui vont être sur moins d'un an. On va y retrouver tout ce qui est dette sociale, notamment l'IPRES, et tout ce qui est dette fiscale, les différents impôts qu'on va avoir à payer, mais qu'on ne paie pas forcément directement lorsqu'on les constate. Donc, ce qui va se passer si on repart de cette formule actif égale passif. Donc, actif, pardon,
Très concrètement, ça veut dire que immobilisation plus actifs circulants hors trésorerie, trésorerie nette, est égal à capitaux propres plus dettes, pardon, capitaux propres, je vais mettre CP d'ailleurs, plus dette à long terme, plus dette à court terme. OK? Donc, à partir de là, on va pouvoir isoler la trésorerie nette et on va avoir trésorerie nette. On va avoir trésorerie nette qui va être égale à capitaux propres plus dette à long terme plus dette à court terme. Et du coup, de l'autre côté, on avait les immobilisations et l'actif circulant hors trésorerie. Donc, on va avoir moins immobilisation, moins actif circulant hors trésorerie. OK? Donc, trésorerie nette. Ici, si on prend capitaux propres plus dette à long terme, moins immobilisation, et on a plus dette à court terme, moins actifs circulants hors trésorerie. Donc, si vous regardez bien, cette première partie-là, c'est ce qu'on appelle le fonds de roulement, les ressources à long terme de l'entreprise. Et de l'autre côté, on avait dit que le besoin de fonds de roulement, c'était actifs circulants hors trésorerie, moins les dettes à court terme. Donc, on retrouve bien que la trésorerie nette est égale au fonds de roulement moins le besoin de fonds de roulement. J'espère que ça vous aide à comprendre un peu mieux la formule en repartant de la définition de l'actif et du passif. Ça va pour tout le monde ou il y a des questions? OK. Donc, je vais supposer que ça va, comme je n'ai pas de réaction. Alors, une fois qu'on a vu ça, vous avez la définition classique de la trésorerie et de l'autre côté, vous avez aussi sa lecture comptable qui vous permet d'avoir une analyse. OK, Bangoura demande une deuxième explication. D'accord. Donc, concrètement, là, on a un schéma du bilan de l'entreprise. Dans le bilan de l'entreprise, on a d'un côté l'actif et le passif. Après, donc l'actif est constitué de tout ce qu'on appelle immobilisation, actifs circulants hors trésorerie et trésorerie. Et du côté du passif, on a les capitaux propres, la dette à long terme et la dette à court terme. En fait, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette égalité actif égale passif et ensuite, la deuxième ligne, j'ai mis le détail. Donc, l'actif, on sait que c'est l'immobilisation, l'actif circulant et la trésorerie nette. De l'autre côté, le passif, on sait que c'est les capitaux propres, la dette à long terme et la dette à court terme. Donc, à partir de là, j'isole la trésorerie nette. Oui, alors, Nestor, un instant et je te donne la parole. Oui, Nestor, tu peux prendre la parole un instant. Oui, merci beaucoup hein, et bravo pour la présentation. Vous m'entendez, j'espère? Oui, on entend. Merci à D'accord. toi. Alors, merci. Voilà. C'est juste pour peut-être apporter une petite contribution sur la Oui, définition du bilan qui implique donc l'actif et le passif. oui, Et bon, voilà. Par rapport à l'actif, ce qu'il faut comprendre que c'est l'ensemble des emplois économiques ou des biens dont dispose l'entreprise. Et qu'à l'actif, oui, il faut comprendre il y a l'actif donc immobilisé. On peut citer donc l'immobilisation incorporelle, c'est-à-dire les brevets, les licences, les logiciels, les fonds commerciaux, etc. oui, L'immobilisation corporelle, donc les terrains, les bâtiments,
ou installation, matériel, etc. de l'entreprise, ou bien les immobilisations financières, donc les titres de participation, les dépôts et les cautionnements versés, entre autres, les prêts au personnel. Donc ça, c'est l'actif immobilisé. Et il y a également donc l'actif circulant, donc les stocks de marchandises, les matières, les fournitures, entre autres, etc. Il y a également aussi les créances acquises sur les clients et autres débiteurs divers. C'est toujours par rapport à l'actif circulant. Donc, et donc, le tout dernier, c'est la trésorerie, donc actif. Oui. Voilà. Donc là, il faut noter que ce sont les titres de placement, les chèques à encaisser, la disponibilité en caisse, en banque ou les chèques postaux tels que tu as eu à l'expliquer entre-temps. Et maintenant… Okay. Après subtilité, je ne mettrai pas forcément les chèques encaissés là-dedans, mais on y reviendra. Super, super. Voilà. Et maintenant, par rapport au passif, donc, c'est juste donc l'origine des ressources ayant permis l'acquisition des biens. Exactement. Comme voilà, les capitaux propres, les dettes financières à plus d'1 an, par exemple, et le passif circulant, ça revient entre-temps, et la trésorerie, bon, tel qu'on a eu à dire tout à l'heure, les dettes envers les banques, etc. Donc, c'est la petite contribution que je voulais donc apporter par rapport à la définition de l'actif et le passif, entre autres. Merci. D'accord. Merci beaucoup à vous, Nestor. Sachant que de manière très concrète, effectivement, tout ça, ça peut sembler un peu technique, mais j'allais dire, pour approfondir ces éléments et vraiment en comprendre toute la substance, je pense que l'idéal, c'est de suivre la formation complète parce que justement, il y a des détails qu'on ne peut pas forcément aborder là maintenant. Mais du coup, à partir de ce schéma, et de ces éléments-là. Donc, on a bien sur la deuxième ligne une égalité entre l'actif et le passif. Après, tout ce que j'ai fait, c'est faire passer la trésorerie nette, laisser la trésorerie nette d'un côté et mettre tous les autres éléments du côté gauche. Et du coup, je les ai réagencés après pour qu'on voit apparaître ici, dans la troisième ligne, qu'on puisse voir apparaître le fonds de roulement, qui est capitaux propres plus dette à long terme, moins immobilisation. Et de l'autre côté, j'ai fait apparaître le fonds de roulement, le besoin de fonds de roulement, pardon, qui est actif circulant hors trésorerie, bien entendu, vu que c'est ce qu'on cherche, moins dette à court terme. En gros, c'est ça l'idée. Donc, après, si vous avez encore des questions pour ça, on verra à la fin. Mais sinon, l'idéal serait de venir à la formation complète pour qu'on puisse approfondir et voir, lever tous les voiles sur ce sujet. OK. Alors… Donc maintenant, je vais juste vous proposer un petit exercice rapide qu'on va faire ensemble pour voir quels sont les éléments qui vont pouvoir constituer la trésorerie de l'entreprise qu'on a ici. Donc, on va juste prendre la première partie de l'énoncé pour l'instant. Donc, on a une entreprise, on a des informations concernant la somme qu'elle a sur le compte BAS. BAS, ici, c'est la Banque Atlantique. On a la somme qu'elle a sur son compte CBAO, la somme qui est sur le compte personnel du directeur général, une somme qui est avec la secrétaire sans assignation, une somme qui est dans la caisse, un chèque non encaissé. On sait qu'il y a des investissements matériels qui ont été faits et des placements boursiers. Et déjà, à partir de là, j'aimerais que vous me disiez qu'est-ce qui sera pris en compte dans le calcul de la trésorerie de l'entreprise et ensemble, on pourra dire combien l'entreprise a à sa disposition en termes de trésorerie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Vous pouvez lever la main. J'ai un volontaire pour prendre la parole? N'hésitez pas à lever la main ou à vous manifester dans le chat. Donc, je n'ai pas de volontaire directement. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous interroger et vous allez réagir dans le chat. Donc, vous allez me dire pour chacun des éléments, est-ce que c'est pris en compte dans la trésorerie ou pas? Alors, pour ce qui est du compte BAS, on a 1 million. Est-ce que ça va rentrer dans la trésorerie? Ah, il y a Gildas qui veut bien essayer. D'accord.
Donc, je vais vous donner la parole un instant. OK, vous pouvez réactiver votre micro. Bonjour, Merci beaucoup. bonjour tout le monde. Je vais essayer, donc, soyez indulgent. Bonjour Gildas, pas de souci. OK. Concernant la question sur l'état de la trésor, je pense que les éléments à prendre en compte, ce Oui, sont les comptes BAS, compte CB, d'accord. Compte BAS, compte CBAO. oui. OK, On ne prend pas en compte le compte du DG, bien sûr. d'accord. Le compte, je dirais la petite trésor, je suppose, de la secrétaire. OK, Compte caisse. OK, Le chèque non encaissé, je dirais KO. d'accord, Les investissements matériels, je dirais KO également. d'accord. Les placements boursiers, pareil, KO. Le OK, principe que vous avez dit que on ne prend pas les éléments à long terme et à moyen terme. OK. D'accord, merci beaucoup. Ne refermez pas votre micro pour l'instant. Je vais juste demander dans le chat, est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce qu'il y a des choses que vous auriez faites différemment? Et si oui, pourquoi? Abdulaziz, vous avez un avis? N'hésitez pas, dites-nous, est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce qu'il y aurait des choses que vous auriez fait différemment? Audrey, n'hésitez pas. Herman, Michel, tous ceux qui veulent, hein. Enfin, chacun d'entre vous peut donner son opinion, on est là pour ça. Alors, donc, Tamsir dit qu'il n'aurait pas mis le compte du DG et effectivement, Gildas non plus n'a pas choisi d'inclure le compte du DG. OK. Merci beaucoup, Tamsir. Audrey aurait mis KO au niveau de la secrétaire. Merci beaucoup, Audrey. Est-ce que je peux demander pourquoi? Du coup, Audrey, pourquoi vous auriez mis KO pour la secrétaire? OK, donc parce que ce n'est pas encore enregistré. C'est bien noté. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient fait des choses différemment? Si vous êtes d'accord avec ce qui est présenté, vous pouvez juste dire aussi d'accord ou OK. Ça nous va aussi. OK. Bon, puisqu'on n'a pas d'autres réactions, KO pour la secrétaire, OK pour investissement matériel de la part de Michel. OK, d'accord. Et sinon, il y a une personne qu'il faut également exclure. Juste un instant, hein. Juste un instant. OK. Donc, merci beaucoup. KO pour la secrétaire et d'accord pour Richard. Super. Alors, du coup, Gildas, est-ce que je peux vous demander pourquoi vous aviez inclus la secrétaire, vu que c'est l'un des points de divergence qui Oui, revient. et je supposais que c'est ce que on appelle un peu la petite caisse. D'accord. C'est ça que je l'ai inclus. OK. C'est noté. Merci beaucoup. Alors, donc, merci beaucoup pour ces éléments-là. Du coup, Michel disait qu'éventuellement, il y aurait les investissements matériels. Je vais d'abord revenir sur ce point-là. Donc, pour les investissements matériels, ils ne seront pas pris en compte pour la trésorerie parce que les investissements matériels, c'est une dépense qu'on a faite et c'est pas de l'argent, c'est une dépense qu'on a faite pour acquérir du matériel. Donc, l'argent, il a été dépensé. Il a été dépensé avant. Et les investissements qui sont là, c'est pas de la disponibilité, certainement qu'on pourrait revendre
ce matériel pour obtenir de l'argent. Mais tant que c'est sous forme de matériel, ce n'est pas de la disponibilité immédiate. L'entreprise ne peut pas s'en servir pour payer quoi que ce soit. Donc, pour ce qui est de l'argent qui est sans assignation avec la secrétaire, du coup, effectivement, ce sera plutôt KO ici. Donc, effectivement, si on considérait que c'était la petite caisse Gildas, ça serait pris en compte pour la trésorerie. Mais ici, on dit que c'est de l'argent qui est avec la secrétaire sans assignation. Ça veut dire qu'en tout état de cause, c'est de l'argent, effectivement, qui n'est pas enregistré, comme ça a pu être dit. Et du coup, c'est de l'argent qui ne devrait pas être avec la secrétaire. Parce qu'à partir du moment où c'est un décaissement qui est fait par la secrétaire sous demande de quelqu'un, normalement, cette demande-là, elle doit avoir une assignation. On doit savoir pourquoi la secrétaire a cet argent-là. Mais aujourd'hui, cet argent, il n'existe pas d'un point de vue comptable. Donc, on ne peut pas le prendre en compte pour calculer la trésorerie de l'entreprise. Après, effectivement, pour tout ce qui est compte BAS, compte CBAO, ça va entrer en ligne de compte. Pour tout ce qui est sur la caisse aussi, ça va entrer en ligne de compte. Tout le reste est effectivement KO. Parce que si on prend en compte le compte personnel du DG, ce n'est pas l'argent de l'entreprise. Ou en tout cas, s'il y a de l'argent sur le compte, s'il y a de l'argent qui appartient à l'entreprise sur le compte du DG, ce n'est pas normal. OK? Donc, à partir de ce moment-là, l'argent du DG ne sera pas pris en compte et tout ce qui est chèque non encaissé non plus, parce que le chèque, tant qu'il n'est pas encaissé, l'argent n'est pas disponible. Aujourd'hui, on peut aller déposer le chèque et on nous dit « Ah non, il n'y a pas d'argent sur le compte de votre client, vous ne pouvez pas récupérer cette somme. » D'un autre côté, il peut y avoir aussi le fait que le chèque soit perdu et même lorsqu'il est déposé sur le compte, il y a un délai avant que l'argent ne soit disponible, généralement 2 à 3 jours. Donc, les placements boursiers ne sont pas disponibles non plus parce que c'est de l'argent que l'entreprise a immobilisé. Donc, merci beaucoup pour tous ces éléments et pour vos différentes contributions. Maintenant, si je vous demande le fait qu'ici, on sache que les capitaux propres de l'entreprise sont de 5 millions, sa dette est de 1 million. Sur son compte SGBS, elle a moins 500 000 et elle a des créances clients de 1 million. Est-ce que ça change quelque chose? N'hésitez pas à lever la main ou à lever la main ou à intervenir dans le chat. Qui veut intervenir? Alors, Salima dit ça change quelque chose. Alors, ok, Gilda dit que ça change aussi quelque chose. D'accord. Donc, si je reprends la question, c'est de savoir, est-ce que le fait de savoir que l'entreprise a des capitaux propres de 5 millions, une dette de 1 million, qu'elle a moins 500 000 sur son compte SGBS et qu'elle a des créances clients de 1 million, est-ce que ça change quelque chose à l'état de sa trésorerie? Donc, j'espère que c'est plus clair pour Michel. Enfin, je crois que c'était ça la question. Super, parfait. Donc, Gildas dit que l'état du compte SGBS vient en moins. D'accord? Donc, c'est ce qui change pour vous. Est-ce qu'il y a autre chose qui change pour vous, Gildas? D'accord? Pour Salamata, c'est la même chose. OK? D'accord. Donc, pour l'instant, les deux personnes qui ont dit qu'il y avait des choses qui changeaient disaient que ça changeait parce qu'on a moins 500 000 sur le compte SGBS. Alors, en tout état de cause, là, j'imagine que vous dites que ça change parce qu'on est encore sur un compte bancaire et qu'on a un découvert. Comme vous l'avez dit, effectivement, les moins 500 000 du compte SGBS, c'est un découvert. Par contre, non, ça ne va pas changer quoi que ce soit. Pourquoi? Ça ne va pas changer quoi que ce soit parce qu'en vrai, un découvert, ça veut dire que j'ai une dette auprès de la banque. J'ai une dette de 500 000 francs auprès de la banque, mais ça ne veut pas dire que j'ai 500 000 francs en moins que je peux utiliser. Parce que cette dette de 500 000 francs, peut-être que ça fait partie
c'est ça qui m'a permis d'alimenter ma caisse avec 500 000. Donc, cet argent qui est disponible dans ma caisse, c'est peut-être ça qui fait que j'ai un découvert là-bas. Mais ce découvert-là, on ne va pas me retirer les 500 000 francs aujourd'hui. Quand il va falloir le payer et que je le solderai, c'est là que ça va avoir un impact sur ma trésorerie. Mais aujourd'hui, ça n'a pas d'impact de savoir que j'ai un découvert de 500 000. C'est de l'argent que j'ai emprunté à la banque et qui est soit déjà utilisé, soit qui est disponible pour moi pour que je l'utilise. Est-ce que ça fait sens pour vous? Gildas, Salimata et les autres aussi? OK, super. Et effectivement, tout ce qui concerne les capitaux propres, l'état de la dette et les créances, ça ne va rien changer non plus dans cette lecture-là parce que le fait que j'ai des capitaux propres de 5 millions, ça veut dire qu'à un moment, mes actionnaires ont mis 5 millions à ma disposition. J'ai une dette de 1 million. À un moment, j'ai emprunté 1 million à la banque. J'ai une créance de 1 million. Mes clients me doivent 1 million. Mais toutes ces informations-là, ça ne change rien au fait que j'ai aujourd'hui 3 millions sur mes comptes BAS et CBAO et 500 000 dans ma caisse, donc 3,5 millions que je peux utiliser. Ça va? Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que ça fait sens pour vous? Je veux juste un ou deux oui pour être OK, super. Merci beaucoup. Super. Parfait. Alors, d'après vous, maintenant, pourquoi est-ce que l'entreprise doit avoir une trésorerie positive? Super. Alors, elle doit faire face à ses engagements. OK. Merci beaucoup. Pour faire face à des imprévus. Pour tourner. D'accord. Financer ses emplois. OK. Faire face aux charges immédiates. Faire face aux charges immédiates ou à court terme. OK. Donc, on va dire faire face aux charges. Avoir de la liquidité à sa disposition. Gérer son exploitation. OK, super. Merci beaucoup pour toutes vos contributions qui sont extrêmement pertinentes. Donc, effectivement, la trésorerie de l'entreprise va pouvoir lui permettre de faire face à ses engagements, gérer les imprévus, tourner, donc gérer son activité, financer ses emplois, donc l'activité au quotidien et également les immobilisations, faire face à ses charges, oui, avoir de la liquidité et gérer son exploitation. OK, merci beaucoup, super. Et donc, de manière très terre à terre, ce qu'on dit ici, c'est que l'entreprise, lorsqu'elle a de la trésorerie positive, ça veut dire qu'elle a de l'argent à sa disposition. C'est pour ça qu'elle a besoin d'avoir de la trésorerie positive et ça lui permet de faire face à ses engagements, de gérer le quotidien pour pouvoir réaliser ses ambitions. Donc, la trésorerie, c'est ce qui va lui permettre de pouvoir réaliser ses ambitions parce qu'elle peut acquérir les ressources dont elle a besoin et faire face à ses engagements. Et concrètement, lorsqu'on dit qu'une entreprise a une trésorerie positive, ce qu'on dit, c'est que son fonds de roulement est supérieur à son besoin de fonds de roulement. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la trésorerie nette, c'est égal au fonds de roulement moins le besoin de fonds de roulement. Donc, pour que ce soit positif, il faut nécessairement que le fonds de roulement, donc les ressources que l'entreprise a à long terme pour faire face à ses besoins, soit supérieur à son besoin de fonds de roulement qui représente ses besoins à court terme pour pouvoir gérer son activité. OK? Alors, maintenant, d'après vous, quelles sont les différentes sources dont provient l'argent que l'entreprise peut avoir à sa disposition?
d'où peut venir l'argent que l'entreprise a à sa disposition. Alors, le chiffre d'affaires généré, d'accord. Donc, les ventes, effectivement. Les capitaux propres, OK. Des emprunts, OK. OK. Les bénéfices dégagés, bénéfices. Compte courant associé. Subvention. D'accord. Don, oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit? Des investissements. Alors, en question. Alors, ici, Audrey, qu'est-ce que vous entendez par investissement? Dividende. On verra. Merci beaucoup. Audrey, qu'est-ce que vous entendez par investissement, juste pour être clair sur ce sujet? Produit de placement financier. OK. Produit exceptionnel. Super. Ouverture de son capital, d'accord. OK. D'accord. Merci beaucoup. Effectivement, tout ce que vous avez dit, globalement, c'est des éléments qui contribuent à alimenter la trésorerie de l'entreprise. Alors, là où je vais avoir des réserves, du coup, investissement, ici, globalement, si c'est l'entreprise qui investit, le fait qu'elle investisse ne lui génère pas directement d'argent. Après, je ne sais pas si ici, c'était investissement entendu au sens de placement financier qui vont générer des produits de placement financier. Dans ce cas-là, ce serait dans la même logique que ce qui a été dit après. Pareil pour les dividendes. Normalement, c'est l'entreprise qui verse des dividendes à ses actionnaires. Mais effectivement, si elle fait des placements dans une autre entreprise et qu'elle reçoit des dividendes, ça va venir alimenter sa trésorerie également. Donc, c'est sur ces éléments-là qu'il y a peut-être une petite subtilité à voir. Donc, pour les investissements et les dividendes, lorsque effectivement les dividendes sont reçus ou que les investissements génèrent des intérêts. OK? Globalement, voilà. Et sinon, effectivement, ce que vous avez dit, le chiffre d'affaires, les ventes, les capitaux propres, les emprunts, donc le bénéfice, effectivement, enfin, ça, c'est quelque chose qu'on calcule après coup. Donc, compte courant associé, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un compte courant associé, concrètement, c'est quand un des actionnaires, un des associés de l'entreprise fait un prêt à l'entreprise. Donc, concrètement, les actionnaires peuvent mettre de l'argent dans l'entreprise en termes de capital social, et donc cet argent appartient à l'entreprise, mais les actionnaires peuvent aussi prêter de l'argent à l'entreprise
Dans ce cas-là, à un moment ou à un autre, normalement, l'entreprise est censée rembourser cet argent-là. Et là, on parle de compte courant associé. Les subventions, les dons aussi, effectivement, vont alimenter la trésorerie. Les produits de placement financier. Donc, Abdulaziz a bien précisé que les dividendes sont reçus à partir d'une entreprise. Donc, merci beaucoup. Et les produits exceptionnels. Donc, produits exceptionnels, au-delà des produits financiers qui vont venir, comme on l'a dit, il peut aussi avoir le fait que l'entreprise revende certains de ses actifs et qu'elle génère une plus-value. Et dans ce cas-là, on va parler de produits exceptionnels. Ça va être le cas, par exemple, si je vends ma voiture de fonction, mon véhicule de fonction, parce qu'il a été amorti. Ouverture de capital. Donc, l'ouverture de capital, ça veut dire que je vais faire entrer de nouveaux actionnaires dans mon entreprise et donc, ils vont mettre de l'argent dans mon entreprise pour pouvoir avoir une part du capital et devenir associé. Donc, voilà, merci beaucoup. Alors, donc, tous ces éléments que vous avez dit concrètement, ils vont se regrouper dans plusieurs catégories. Donc, de manière très simple, l'état de la trésorerie d'une entreprise à la fin d'une période, ça va être la somme de la trésorerie de l'entreprise au début de la période, donc ce que l'entreprise avait à sa disposition au début de la période, et les flux de trésorerie qu'il va y avoir pendant la période. Donc, tous les flux, tous les mouvements d'argent qu'il va y avoir pendant la période. Si on fait la somme de la somme du début et la somme des mouvements de cash, on obtient la trésorerie de fin de période de l'entreprise. Sachant que les flux de trésorerie vont être divisés dans 3 catégories principales où on va retrouver tout ce que vous avez cité auparavant. Et donc, si on prend le tableau de flux de trésorerie, généralement dans sa lecture analytique, on retrouve au départ la trésorerie initiale. Ensuite, on a les 3 flux de trésorerie qui vont être le flux de trésorerie d'exploitation, le flux de trésorerie d'investissement et le flux de trésorerie de financement. Et quand on va faire la somme de ces 3 flux et de la trésorerie initiale, on va se retrouver avec la trésorerie finale. Et avec ce tableau de flux de trésorerie, on évalue l'évolution de la trésorerie de l'entreprise sur la période et sa liquidité en fin de période. Très concrètement, le flux de trésorerie d'exploitation représente la création de richesse de l'entreprise, sachant qu'on va y retrouver tout ce qui est lié à l'activité de l'entreprise, au fait que l'entreprise fonctionne au quotidien. Donc, ce flux de trésorerie d'exploitation, il va augmenter lorsque l'entreprise va faire des ventes et va générer du chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires-là va faire augmenter la trésorerie d'exploitation. Et au contraire, le flux de trésorerie d'exploitation va diminuer des charges de fonctionnement de l'entreprise. Donc, des charges qui sont décaissées. Donc, si je paie mon loyer, si je paie un local, si je paie des prestations de services, si je paie mes impôts, tout ça, ça va venir faire diminuer mon flux de trésorerie d'exploitation. OK? De l'autre côté, on a le flux de trésorerie d'investissement. Ici, ce flux de trésorerie va toucher tout ce qui est en lien avec les actifs immobilisés de l'entreprise. Concrètement, quand je vais investir, je vais acheter une machine, je vais acheter du mobilier, je vais acheter un terrain, je vais acheter peut-être des logiciels ou je vais déposer ma marque. Tous ces éléments-là, ça va me coûter de l'argent et donc ça va faire diminuer mon flux de trésorerie d'investissement. Donc, généralement, comme l'entreprise va faire pas mal d'investissements, ce flux sera négatif. Mais, à contrario, lorsque l'entreprise va vendre certains de ses actifs, comme je disais tout à l'heure, je peux vendre mon véhicule de fonction, je peux vendre une des machines que j'utilise, ainsi de suite. Ça va me rapporter du cash et ça va faire augmenter mon flux de trésorerie d'investissement. Et finalement, on a le flux de trésorerie de financement qui concerne l'argent qui est mis à la disposition de l'entreprise par des acteurs externes. Donc, mon flux de trésorerie de financement, lui, il va augmenter lorsque je vais recevoir un emprunt d'une banque, lorsque je vais recevoir des nouveaux fonds de la part de mes actionnaires, ils vont augmenter mon capital, lorsque je vais recevoir des subventions, lorsque je vais recevoir des dons, etc. Et au contraire, il va diminuer lorsque je vais être dans une logique où je vais rembourser des emprunts, lorsque je vais verser des dividendes à mes actionnaires, parce que là, je vais sortir de l'argent.
Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que tout ça, c'est clair? Dites-moi juste oui. Comme ça, je sais si je peux poursuivre ou s'il y a des questions. OK. Merci Gildas. Merci Michel. Bongoura. Noah. OK. Super. Merci beaucoup. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, d'après vous, quelle source l'entreprise devrait idéalement privilégier pour alimenter sa trésorerie? Dans l'idéal, d'où devrait venir l'argent de l'entreprise de manière privilégiée? De la vente. OK. D'accord. Donc, on a dit vente, chiffre d'affaires. Super. OK. On a une autre réponse qui dit des actionnaires. OK. D'autres contributions? Merci beaucoup. De la banque. OK. Alors, étant entendu que privilégier veut dire à moindre coût. Notamment, OK, vente encore et exploitation. D'accord, OK. La vente. Les dividendes et vente, dividendes, investissement reçu. D'accord. Pardon. OK. Merci beaucoup pour toutes ces contributions qui sont riches. Vous avez des avis assez variés, sachant que ce qui est privilégié par la plupart d'entre vous, ça reste quand même la vente et le chiffre d'affaires. D'accord? OK. Donc, la vente et le chiffre d'affaires, ça va bien dans le flux de trésorerie d'exploitation et ça rejoint la réponse exploitation. Alors, banque, dividendes, investissement reçu. OK. Alors, pour ce qui est des investissements reçus, enfin des dividendes reçus, etc., effectivement, ça aussi, ça va être des éléments qui vont augmenter la création de richesse de l'entreprise. La banque et les actionnaires, donc en gros, là, on est dans le financement. J'entends aussi subvention. Pardon. Désolée. J'entends aussi subvention. Donc, tout ça, c'est de financement. D'accord. Donc, il y a certains éléments qui disent que ça doit venir du flux de trésorerie de financement, un peu ici, du coup, au niveau des investissements, et sinon, l'essentiel dit exploitation. Donc, alors, concrètement, je suis plutôt d'accord avec ceux qui disent que ça doit venir de l'exploitation, donc tout ce qui est vente, chiffre d'affaires, etc. Donc, on va voir pourquoi. On va voir pourquoi dans quelques instants. Alors, Love Money, d'accord. Donc, Love Money, on est encore dans le financement. Merci beaucoup. C'est super pour vos contributions. Donc, très concrètement, ce qui se passe, c'est que, comme on l'a vu, le flux de trésorerie d'exploitation, ça va être le flux de trésorerie qui va être lié à la création de richesse de l'entreprise. Si le flux de trésorerie d'exploitation est positif, c'est un bon signe pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que ça veut dire que l'entreprise génère du cash du fait de son activité. Et ce cash-là, elle va pouvoir le réutiliser pour alimenter son fonctionnement, son exploitation, mais également pour investir en vue d'augmenter ses actifs et sa capacité de production, et aussi pour rembourser ses éventuels prêts et rémunérer ses actionnaires. Donc ça, c'est positif pour l'entreprise. C'est vraiment là où l'entreprise crée quelque chose de nouveau. Elle ajoute de la valeur à ce monde. Si ce flux est négatif, ça veut dire que l'entreprise perd du cash du fait de son activité. C'est un signal négatif parce que ça veut dire soit que l'entreprise consomme beaucoup plus que ce qu'elle produit, soit qu'elle ne récupère pas tout ce qu'elle produit,
soit c'est un mix des deux. Elle ne génère pas assez, elle consomme trop et elle ne récupère pas ce qu'elle génère. De l'autre côté, le flux de trésorerie d'investissement, c'est juste un transfert de richesse en interne. Transfert de richesse parce que d'un côté, j'ai de l'argent et je le transforme en actif. Donc, si j'échange, si j'achète un ordinateur, je dépense peut-être 400 000 francs, mais j'ai l'ordinateur en contrepartie qui vaut toujours 400 000 francs. J'ai fait un transfert de richesse en interne. Si je vends l'ordinateur en question, bah c'est pareil, je récupère mon cash. Donc, si le flux de trésorerie d'investissement est positif, généralement, c'est un mauvais signe. Pourquoi? Parce que ça veut dire que l'entreprise désinvestit et affaiblit sa capacité à créer plus de richesse à long terme. Parce que si je suis obligée de céder des actifs en général, c'est parce que je suis dans une situation compliquée et je diminue ma capacité à faire face. Si aujourd'hui j'ai une usine, j'ai des machines et que je me retrouve à vendre des machines alors que je n'en rachète pas, bah, concrètement, je vais pouvoir produire moins et ce n'est pas une bonne chose. Au contraire, si le flux de trésorerie d'investissement est négatif, c'est un signe positif parce que ça veut dire que l'entreprise investit en vue de créer plus de richesse à l'avenir. Donc, en vue de créer plus de richesse à l'avenir. Noah, je reviens sur la question plus tard. Merci beaucoup, c'est assez pertinent. OK. Alors, donc, bon, du coup, je vais peut-être prendre ces questions-là en même temps. Noah demandait, et si l'investissement est amorti? Si l'investissement est amorti, je vais le vendre, OK? Mais normalement, si mon entreprise est en bonne santé, l'entreprise aura à nouveau besoin du même actif. Donc, je vais racheter ce que je remplace. Ça va être un remplacement d'actifs et ça ne va pas juste être une vente. Donc, ce que je vais gagner parce que j'ai vendu quelque chose que j'ai amorti versus ce que je vais dépenser pour acquérir quelque chose de neuf, ça va pas être les mêmes montants. Je vais dépenser plus que ce que je vais gagner. Donc, normalement, mon flux sera négatif. Si c'est l'inverse, ça veut dire que je suis dans une logique de désinvestissement. Et ce n'est pas très positif. Est-ce que c'est assez clair, Noah? OK, super. Pour Bangoura, alors, quand je parle de transfert de richesse en interne, ce que je dis, c'est qu'en fait, en faisant un investissement, en acquérant un actif, en fait, je ne perds rien, je ne gagne rien. D'un côté, j'avais de la trésorerie. En fait, si on regarde, l'actif de l'entreprise au niveau du bilan, il ne va pas bouger. Parce que d'un côté, j'avais du cash en trésorerie. Ce cash-là, il diminue, mais en contrepartie, je gagne peut-être un ordinateur, une voiture ou autre chose. Je ne me suis pas appauvrie, je ne me suis pas enrichie. C'est comme concrètement, même à titre personnel, j'ai de l'argent, j'achète un nouveau portable. En vrai, j'ai moins d'argent sur mon compte, mais je ne me suis pas appauvrie parce que j'ai le portable. Et si je revends, je peux le revendre au même prix, peut-être même plus cher, qui sait si je l'ai acheté pas cher. Et donc, je n'ai rien créé, je n'ai rien perdu. Est-ce que c'est plus clair pour le transfert de richesse en interne? OK, super. Et finalement, on a le flux de trésorerie de financement qui, lui, va être un transfert de richesse externe. Pourquoi externe? Parce que ici, encore une fois, transfert de richesse, on ne crée rien, on ne perd rien. Mais ça a lieu entre l'entreprise et un autre acteur qui n'est pas l'entreprise. Si je fais un emprunt de 1 million auprès de la banque me donne 1 million. Mais je ne me suis pas enrichie parce qu'il va falloir que je rembourse la banque à un moment. La banque non plus ne s'est pas appauvrie parce que normalement, elle doit récupérer son million. Elle m'a transféré temporairement cette richesse. Et de la même manière, lorsque je fais un remboursement, je ne suis pas en train de perdre de l'argent parce que je rends juste l'argent qu'on m'avait donné avant. Est-ce que ça va? Pareil pour mes actionnaires, lorsqu'ils mettent de l'argent dans l'entreprise, ils n'ont rien gagné. L'argent a été donné à l'entreprise et eux, ils espèrent à un moment qu'ils auront une contrepartie sous forme de dividendes. Donc, à ce niveau-là, on ne crée rien de nouveau, on transfère juste d'un acteur à un autre acteur. OK? Est-ce que ça va? Donc, au niveau de ce flux de trésorerie de financement,
S'il est positif, c'est un signal mixte. Mixte, pourquoi? Parce que d'un côté, je reçois de l'argent, c'est une bonne chose pour moi. Ça veut dire que je vais avoir plus d'argent que je vais pouvoir utiliser et ça veut aussi dire qu'il y a des acteurs externes qui me font confiance. C'est pour ça qu'ils me mettent leur argent à disposition. S'ils ne me font pas confiance, je ne vais pas recevoir cet argent. Et là, ça fait sens surtout lorsqu'on a des acteurs comme des investisseurs externes ou une banque, par exemple. Parce que la banque ne va pas prêter de l'argent à une entreprise si elle pense que l'entreprise ne va pas la rembourser. J'allais dire, beaucoup d'entre vous savent à quel point il est difficile pour eux d'obtenir des prêts auprès des banques, n'est-ce pas? Et en parallèle, enfin, j'allais dire sur ce point, la nuance qu'il peut y avoir, c'est si le financement qu'on reçoit vient de la part d'un actionnaire qui est un actionnaire unique, par exemple, quelqu'un qui a créé son entreprise et donc c'est son bébé, elle alimente cette entreprise-là. Elle ne se pose pas forcément beaucoup de questions par rapport à la rentabilité et parfois, justement, on peut avoir des entreprises comme ça qui sont alimentées sans réelle perspective derrière. OK, donc voilà, globalement, mais généralement, si c'est un acteur externe, un investisseur institutionnel, une banque qui met de l'argent à la disposition de l'entreprise, c'est un signal positif. Mais d'un autre côté, c'est aussi un signal négatif parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, l'entreprise ne peut pas faire face à ses besoins toute seule. L'entreprise a besoin d'être soutenue par des acteurs externes. Et ça, c'est pas une bonne chose. En tout cas, c'est pas une bonne chose à long terme. Après, de l'autre côté, lorsque le flux est négatif, ça veut dire que l'entreprise a les moyens soit de rembourser l'argent qu'elle a reçu, soit de payer des dividendes. Et ça, c'est une bonne chose. Ça montre une bonne santé financière dans les grandes lignes. Donc, voilà pourquoi le flux de trésorerie de financement, le flux de trésorerie d'exploitation est celui qu'il faudrait privilégier parce que c'est celui qui permet à l'entreprise de créer de la richesse et vraiment de grandir à long terme. Alors, Richard demandait quel est l'effet des taux d'intérêt sur un prêt obtenu. Alors, concrètement, le taux d'intérêt, ça va être la rémunération que l'entreprise va payer parce qu'elle a obtenu un prêt. Donc, c'est une charge pour l'entreprise. Donc, l'entreprise, son intérêt, enfin, ce qui l'arrange, c'est d'avoir les taux d'intérêt les plus bas possibles. Et concrètement, elle doit pouvoir comparer les taux d'intérêt qu'elle doit payer à la rentabilité qu'elle obtient en face. Et en l'occurrence, justement, le fait de bien gérer, de faire en sorte de ne pas être trop endetté et de s'endetter à des taux plutôt avantageux, c'est quelque chose qui est clé pour l'entreprise. Et j'allais dire, la gestion de son cash aussi va déterminer le fait qu'elle ne perde pas de l'argent inutilement en empruntant de l'argent et en payant des intérêts sur cet argent, alors qu'elle-même, elle a de l'argent qui dort dehors et qu'elle devrait récupérer. Donc, j'espère que ça répond suffisamment à la question. Donc, Mikaelou a dû nous quitter. OK. Donc, voilà. Et donc, si je poursuis dans la même logique, je vous en prie, Richard. Donc, dans une logique à long terme saine, l'idée pour l'entreprise, c'est d'améliorer son flux de trésorerie d'exploitation. Donc, il est normal en phase de démarrage ou en phase de croissance exceptionnelle que l'entreprise se repose sur les flux de trésorerie de financement principalement. Pourquoi? Parce qu'en phase de démarrage, je n'ai encore rien créé. Je n'ai que des besoins, je ne produis encore rien, je n'ai pas de richesse. Donc, il faut bien que la richesse vienne de l'extérieur et qu'elle vienne m'alimenter pour que je puisse investir, acquérir de nouveaux actifs, les machines, le matériel informatique, les logiciels, etc. Et aussi pour que je puisse faire face à mes charges, payer mes loyers, acquérir un local et payer toutes les autres charges, les matières premières ou autres dont je peux avoir besoin. C'est normal dans cette phase-là. De la même manière, si je vais avoir une croissance exceptionnelle, peut-être que j'ai déjà fait des choses, mais là, je veux attaquer un nouveau marché, je veux aller dans un nouveau pays, et donc il faut que je fasse des investissements conséquents. Et ce que je génère sur mon territoire actuel ne me permet pas de faire face aux besoins du nouveau territoire, même si ça me permet largement de gérer mon activité au quotidien et de rémunérer mes actionnaires avec mon activité actuelle. Donc là, ça va être normal, encore une fois, que je fasse appel à des financements exceptionnels, extérieurs, pardon.
Mais si je suis dans mon rythme de croisière, ça veut dire que mon entreprise fonctionne depuis un certain temps, elle a une activité stable et on sait que c'est comme ça qu'elle va fonctionner. Elle génère la richesse qu'elle est capable de générer. Dans cette logique-là, c'est le flux de trésorerie d'exploitation qui devrait venir alimenter tout le reste. Donc, je génère assez du fait de mon exploitation, je fais des bénéfices et je récupère mon cash. Du coup, ce cash-là, je peux le réutiliser pour faire face à mes charges, mais également pour acquérir de nouveaux actifs et renouveler mes actifs existants, et aussi pour rembourser les financements que j'ai reçus et rémunérer mes actionnaires, parce qu'à un moment, ils ont mis de l'argent dans l'entreprise, il faut bien que ça leur apporte quelque chose. Et si jamais je fais appel à des financements externes, ça va être exceptionnel, ça va être des flux secondaires qui vont me permettre de répondre à des besoins ponctuels. Par exemple, peut-être que j'ai un marché et je n'ai pas encore été payé, mais il faut que je fasse des décaissements et les décaissements sont importants. Je vais faire appel à un financement, peut-être faire appel à de la facturage. Je vais recevoir de l'argent, mais je vais pouvoir rembourser cet argent très rapidement. Donc, tout le monde veut pouvoir avoir des flux de trésorerie d'exploitation suffisamment solides pour qu'ils puissent permettre de répondre aux besoins des 3 cycles qui sont l'exploitation, l'investissement et le financement. OK? Donc, merci beaucoup. J'ai fait le tour de ce que je voulais qu'on voit ensemble aujourd'hui. Donc, on a déjà vu ce qu'était la trésorerie d'une entreprise. On a vu que c'était l'argent qu'elle avait à sa disposition sur ses comptes bancaires et dans ses caisses et qu'elle pouvait utiliser à n'importe quel moment, et qu'il était important que cette trésorerie existe, qu'elle soit positive pour que l'entreprise puisse faire face à ses engagements, gérer son quotidien et qu'elle puisse réaliser ses ambitions en tant que telle. Ensuite, on a vu que la trésorerie de l'entreprise était alimentée par 3 flux qui sont le flux de trésorerie d'exploitation, le flux de trésorerie d'investissement et le flux de trésorerie de financement. Et on a fini par dire que le flux le plus important, celui qu'il fallait que l'entreprise fasse en sorte de nourrir, c'était le flux de trésorerie d'exploitation parce que c'est le seul qui lui permet de créer de la richesse et d'assurer sa pérennité à long terme. Parce que, en tout état de cause, à un moment, si mon flux de trésorerie d'exploitation n'est pas suffisamment solide, j'arrêterai de recevoir des financements et je ne pourrai pas continuer mon activité. C'est la clé de l'entreprise, le flux de trésorerie d'exploitation. Donc, on va passer aux questions, mais avant ça, je vais juste, comme on a vu, ce webinaire qu'on a fait aujourd'hui, c'est une introduction à la gestion de trésorerie. Donc, si vous voulez aller plus loin, la prochaine étape, ce serait de suivre la formation complexe, préserver votre trésor. Donc, dans cette formation, donc la première partie qui est sur la compréhension et l'évaluation de la trésorerie, on a vu les principaux éléments, mais pour vraiment comprendre ça et l'ancrer, on va pouvoir faire des exercices qui permettront d'approfondir ces éléments-là et de bien les comprendre. Et ensuite, il y a le deuxième module qui va vous permettre vraiment d'acquérir les outils qui vont vous permettre d'améliorer la trésorerie de votre entreprise, notamment tout ce qui est optimisation en interne du fonctionnement de l'entreprise. Et après, comment avoir accès au financement et quels sont les différents types de financement disponibles notamment. Et la troisième partie va se concentrer sur la démarche à adopter pour planifier et piloter votre trésorerie, pour vous assurer de toujours avoir de la visibilité et de pouvoir mettre en place des bonnes stratégies pour que votre trésorerie soit toujours disponible et que vous puissiez faire face à tous vos besoins et répondre à vos ambitions. Donc voilà globalement, sachant que la prochaine session se tiendra à partir du 13 novembre. Donc, ce sera sur 3 demi-journées, le 13, le 20 et le 27. Le prix est actuellement de 100 000 francs jusqu'au 4 novembre, sachant que c'est quelque chose qui a une valeur d'au moins 450 000 francs. Donc, je vous invite à vous inscrire. Je vais juste vous mettre le lien d'inscription dans le chat très rapidement. Alors, et ensuite, on va passer aux questions. Vous pouvez commencer à taper vos questions entre-temps, il n'y a pas de souci. Donc, j'espère vraiment que ce webinaire vous a plu et que ça vous donne envie d'aller plus loin. Et donc, je vais pouvoir vous revoir très, très bientôt. Alors, le tarif est en francs CFA.
OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce qui a été dit pendant la formation ou sur la suite? Ou des questions d'ordre un peu plus général? OK. Merci beaucoup, Richard. OK. Donc, pas d'autres questions? Salimata, Noah, Audrey, Michel, Gildas, Bangoura. Est-ce que le paiement peut se faire par tranche pour la prochaine session? Alors, normalement, c'est un paiement en une fois. Après, s'il y a des difficultés, on peut toujours en discuter. Ce que je vous invite à faire, c'est déjà de vous inscrire pour être sûr de réserver une place et puis on gère pour les modalités de paiement directement. OK. Alors, je trouve que c'est hyper important parce que j'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup, Abdulaziz. Merci, Noah. Merci, Gildas. OK, merci, Bangoura. Est-ce qu'il y aura une attestation? Alors là, c'est juste un webinaire, donc il n'y a pas d'attestation pour le webinaire, mais pour la formation complète, effectivement, il y aura une attestation de participation qui sera délivrée à la fin. Est-ce que vous pouvez avoir la version enregistrée? Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais mettre le replay en ligne sur ma page YouTube et sur ma page Facebook. Et donc, vous pourrez y avoir accès. Vous voulez avoir les informations par mail. Pas de souci, je vous enverrai également les informations par mail. Quelle est la différence entre les ventes et le chiffre d'affaires? Alors, donc concrètement, le chiffre d'affaires, c'est l'ensemble des revenus que l'entreprise génère du fait de la vente de ses produits et services. Donc, en tout état de cause, on peut parler de vente en termes de volume et de vente en termes de montant. Et là, en l'occurrence, on parlera du chiffre d'affaires. Sachant que il peut s'exprimer hors taxe ou TTC et que pour évaluer la rentabilité de l'entreprise, on considère son chiffre d'affaires hors taxe. Donc, on enlève la TVA ou le BRS, le cas échéant. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair ou s'il y a une précision à apporter. Salima, pardon. Question d'habitude. OK. Alors, du coup, Salima, c'est pas assez clair, c'est ce que je comprends. Michel, oui, effectivement, un débutant peut faire cette formation. Salima, du coup, ce que j'ai dit sur le chiffre d'affaires n'est pas assez clair. D'accord. Donc, le chiffre d'affaires de l'entreprise, en tout état de cause, c'est les ventes de l'entreprise en montant. Donc, on parle de ventes en volume. Ça veut dire combien de bouteilles, si je vends des bouteilles d'eau, combien de bouteilles j'ai vendu. Si je vends des livres, combien de livres j'ai vendus. Là, on parle des ventes en termes de volume. Après, on va parler des ventes en termes de valeur. Et là, ça va être mon chiffre d'affaires. Mon chiffre d'affaires qui va être obtenu en multipliant le nombre de bouteilles que j'ai vendues par le prix de vente de mes bouteilles. Ça va être ça, mon chiffre d'affaires. Après, ce qu'il faudra noter, c'est que mon chiffre d'affaires, ça ne veut pas forcément dire que c'est l'argent que j'ai reçu parce que je peux avoir vendu à crédit. Et dans ce cas-là, j'aurai des créances auprès de mes clients. Mais mon chiffre d'affaires, c'est combien j'ai effectivement vendu en termes de montant. Donc, si je vends à 50 000 francs et que je vends 30 unités, mon chiffre d'affaires va être de 1,5 million. Est-ce que c'est clair maintenant? Enfin, j'espère. Sinon, si c'est toujours pas clair, en fait, il faudrait m'indiquer ce qui n'est pas suffisamment clair, ce qu'il faudrait que je réexplique. Merci Abdou Aziz. Contente que vous ayez apprécié. Ok, super, Salima. Donc, merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. Donc, j'espère vous revoir très bientôt. Dans tous les cas, je vous envoie par mail
les informations liées à la prochaine formation. Donc, si vous êtes effectivement inscrit par Eventbrite, normalement, j'ai vos emails, mais je pense aussi que quand vous êtes arrivé sur Zoom, on a dû vous demander votre email. Donc, dans ce cas-là, je dois l'avoir aussi. Sinon, n'hésitez pas à me l'envoyer à mon adresse mail. Donc, adolé.akpabi@gmail.com. Donc, voilà mon adresse à moi. Et vous pouvez aussi me contacter au 00 221 77 597 48 69. Voilà. Oui, pour les slides, je vous les transférerai aussi. OK? Merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.